République démocratique du Congo, les concertations nationales qui devaient se clôturer 14 jours après leur début se poursuivent encore dans un climat agité. On assiste à des retraits puis au retour de certains délégués. La semaine dernière, un ancien ministre du défunt président Laurent-Désiré Kabila s'est retiré et des opposants à ce forum attendent la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Du côté de la majorité présidentielle, on affirme que cette hypothèse n'est pas à écarter, mais un gouvernement d'union nationale n'est pas l'objectif des concertations nationales. Je vous propose de suivre une correspondance de Cyril Milandou Meboya à Kinshasa. Les concertations nationales sont dans leur dernière phase. Aboubakar Limbissa, directeur de l'Observatoire des concertations nationales, affirme qu'aucune solution n'a été proposée à ce stade. Globalement, aucune solution au problème réel n'est encore trouvée jusqu'ici. La confusion règne quant à l'approche d'aborder les matières sous examen dans les débats. Toussaint Alonga, membre de l'opposition, forces acquises au changement, se montre prudent quant à l'issue de ces assises. Nous sommes en train d'assister à une aventure qui ne se définit pas encore. Tout ce que nous sommes en train de vivre, et même dans la salle, pour un règlement intérieur où vous prenez acte, c'était comme une homélie d'un prêtre ex-cathédrale. Tout cela nous conduit à avoir une certaine prudence. Mais seulement nous demandons à ce que les choses évoluent dans le souci de rencontrer effectivement l'idée de la cohésion nationale. Si nous sommes en dehors de cela, alors nous allons vivre une scène de théâtre. Mwenze Kongolo, ancien ministre de la Justice sous Laurent-Désiré Kabila, s'est retiré des concertations nationales. On a promis la grâce présidentielle, mais jusque-là ce n'est pas effectif. Nous avons pensé que c'était une tricherie. Le président a menti devant la nation et ce n'est pas sérieux. Et nous avons décidé de claquer la porte. Il y a des choses qu'on avait promises qu'on n'a pas faites, qu'on n'a pas accomplies, notamment l'amnistie, peut-être pas l'amnistie, mais la grâce présidentielle. On tend vers la fin des concertations, rien n'a été fait. Ça nous révolte parce que c'est une promesse d'un président de la République. Qu'est-ce qu'on fait s'il ne peut pas tenir ses paroles qu'il a solennellement prononcées au début de concertation? Attendez-vous à ce que la fin puisse être mauvaise. Et aussi, il y a des gens qui ont été mal jugés dans des contextes très très difficiles, à qui on a donné des sentences qui me semblent être exagérées. C'est le cas de ceux qui ont été mis en prison lors du procès de l'assassinat de M. Laurent-Désiré Kabila. Et il y a aussi des malades qui sont là. Moi, je crois qu'ils devraient bénéficier d'une grâce présidentielle. Pour certains opposants, il est impératif qu'au terme de ces concertations, qu'un gouvernement d'union nationale soit mis en place. Sébastien Luzanga, porte-parole de la majorité présidentielle, rappelle que ce n'est pas l'objectif des concertations. C'est pas la majorité qui fait de sorte que l'opposition vienne dans un gouvernement, mais c'est l'opposition qui est demandeur. C'est l'opposition qui veut venir partager le pouvoir avec nous. Si on veut respecter les principes démocratiques, nous voulons que l'opposition qui est venue aux concertations, c'est vrai, ils ont apporté une pierre, ils ont apporté leur contribution pour nous aider à savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Mais que l'opposition reste dans sa position d'opposition. Jusqu'en 2016, les concertations nationales telles qu'elles sont en train de se passer, c'est un forum politique. Il y aura certainement, dans l'environnement politique, il peut y avoir des changements. Mais ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas le but de concertation nationale. Kinshasa, Cyril Milando pour la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, la société civile du territoire de Béni tire la sonnette d'alarme après une nouvelle vague d'enlèvements et d'assassinats. Au total, 36 personnes ont disparu en l'espace d'une semaine. 5 autres ont été tuées. Des enlèvements et des assassinats imputables, selon la société civile, aux ADF Nalou et au groupe Maï Maï du général Hilaire. La société civile du territoire de Béni qui appelle le gouvernement congolais et la MONUSCO, autrement dit l'ONU, à mener des opérations conjointes contre ces groupes armés. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La société civile du Nord Kivu en RDC, 10 personnes au moins ont été tuées dans des combats en fin de semaine entre milices armées en territoire de Massissi. Il s'agirait de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain et de la milice Sheka qui se serait affrontée à Kalembe notamment. Des civils dont des enfants seraient parmi les victimes et des personnes auraient été enlevées. Ce lundi, des personnes déplacées donc qui avaient fui vers Mweso en raison des combats reviennent progressivement à Kalembe. Info zapping du mardi.
Le projet du plan Marshall pour le développement social et économique de l'Est de la République démocratique du Congo ne dérange en rien le gouvernement congolais. C'est ce que soutient en tout cas le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende. Ce projet concerne notamment les secteurs de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture et du commerce transfrontalier. Des propos recueillis par Radio Okapi. Cette idée d'apporter un soutien substantiel à la reconstruction et à la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi que des régions avoisinantes dans la région des Grands Lacs, meurtries par la guerre d'agression, a été initiée dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Et donc tout cela rentre dans les préoccupations de la République démocratique du Congo, qui sait qu'elle a des problèmes sur tout son territoire, mais qui est consciente du fait que le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et le Nord Katanga ont été particulièrement affectés par les destructions de la guerre et ont besoin d'une intervention plus ou moins spécifique. Cela ne dérange en rien le gouvernement de la République démocratique du Congo, bien au contraire. Donc c'est des œuvres assez titanesques qui nécessitent du temps. Enfin, Ban Ki-moon encourage les pays et leurs populations à s'engager à lever les obstacles qui empêchent les personnes âgées de participer pleinement à la vie sociale et à protéger leurs droits et leur dignité, et ce à l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Angélique Namaika, une religieuse congolaise de Bungu dans le nord-est de la République démocratique du Congo, a reçu lundi à Genève le prestigieux prix Nansen pour les réfugiés du HCR, et ce pour son soutien aux victimes de sévices perpétrés par la LRA. Sœur Angélique, grâce à son centre pour la réintégration et le développement, a transformé la vie de plus de 2000 femmes et jeunes filles brutalisées et déplacées. On l'écoute. Rien ne me fait peur, car tout ce que nous faisons, nous trouvons les résultats positifs à cela. Et le vélo, c'est pour me faciliter la tâche de parcourir partout où je voudrais arriver au long de la journée. Car si je prends un autre moyen, je vais passer vite à côté de ce que je pouvais me traîner pour écouter à profondeur. C'est pour cela que j'aime le vélo, pour aller lentement et m'arrêter là où je vais m'arrêter pour écouter ce que les femmes veulent me dire. Et je prends aussi le temps pour répondre à leurs questions. Toujours pour qu'elles sachent qu'il y a quelqu'un qui s'arrête auprès d'elles pour écouter leurs souffrances. C'est un moyen sûr pour moi afin de pouvoir faire ce que je veux et quand je veux et où je vais. Sœur Angélique Namaika, interrogée récemment par Nathalie Barge. République démocratique du Congo, Kinshasa a publié une liste des rebelles du M23 qui ne seront pas autorisés à réintégrer les forces congolaises. On y retrouve notamment le nom de Sultani Makenga, le chef militaire du mouvement rebelle. Cette liste, sur laquelle figurent près d'une centaine de personnes, désigne aussi les rebelles qui pourront bénéficier d'une amnistie. On écoute Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais, au micro de Morgan Guiriac. Cette liste a été remise aux facilitateurs ougandais et aux représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies auprès des Grands Lacs et de la République démocratique du Congo pour que personne n'en ignore. Et cette liste concerne aussi les amnesties ? Cette liste concerne les personnes qui rentrent dans la catégorie de ceux qui ne peuvent pas, d'une part, être réintégrés au sein des forces armées et qui ne peuvent pas bénéficier de la loi d'amnistie que le Parlement congolais s'apprête à voter. Donc sur quelle base vous avez établi cette liste ? Sur la base de la législation nationale et du droit international. Il s'agit des auteurs de crimes qui sont déclarés non amnistiables par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité, de génocide, il s'agit aussi de crimes de guerre. Ils seront amnistiés les personnes qui pouvaient être poursuivies pour faits de guerre. Ça n'a rien à voir avec les crimes de guerre. Ensuite, sur base aussi des lois et des règlements de la République démocratique du Congo s'agissant du recrutement au sein des forces armées, toutes les personnes qui ne répondent pas au protocole de recrutement au sein des forces armées, soit qu'elles ne sont pas de bonne santé, soit qu'elles ont été mêlées à plus d'une mutinerie ou à plus d'un mouvement rebelle armé, ou encore ceux qui ont participé au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo.
Congo. Toutes ces personnes ne seront pas réintégrables au sein des forces armées. Cela fait entre 80 et 100 personnes sur les 1700 personnes qui composent le M23. Mais en face, le M23 n'a-t-il pas déjà fait savoir qu'il ne souhaitait pas la réintégration de ses membres au sein des forces congolaises? Dans ce cas, il n'y a pas de problème. Ça serait même une bonne chose. Mais nous constatons du côté de la facilitation ougandaise une insistance à ce qu'on les déclare tous réintégrables. Et ça, ce n'est pas acceptable. Monsieur Lambert Mende, ministre congolais de l'Information. Infozapping du mercredi. La Cour européenne des comptes vient de publier un rapport sur l'impact de l'aide apportée par la Commission européenne en République démocratique du Congo. La commission en question est le principal bailleur de fonds. Alors l'étude porte sur la période 2003-2011 où l'UE avait dépensé près de 2 milliards d'euros essentiellement dans le secteur de la bonne gouvernance, du développement, de l'aide humanitaire et de la réforme du secteur de la sécurité. Alors la Cour n'étant pas en mesure d'évaluer l'ensemble des projets et des fonds engagés, eh bien elle a étudié un échantillon présentant un 5e de toute l'aide apportée et sa conclusion est très claire, c'est que son impact reste très limité. Gustave Vesberg est l'un des membres de la Cour européenne des comptes. Both the Commission and the DRC government share this responsibility. La Commission et le gouvernement congolais sont tous les deux responsables. La Commission, elle, a des objectifs beaucoup trop optimistes ou irréalistes au vu du contexte congolais. Les conditionnalités posées aux autorités ne sont ni claires ni pertinentes et il n'y a pas de limite de temps pour les remplir et cela rend tout suivi difficile. Et de son côté, le gouvernement n'a souvent pas la volonté d'impulser les réformes. Il y est souvent rétif, il manque aussi peut-être de moyens budgétaires et aussi parfois de compétences. Et si on s'intéresse à l'impact sur le long terme, prenons l'exemple de la période électorale 2005-2006, la Commission a financé l'entraînement et les équipements de la police, mais après l'élection, on n'a plus trouvé aucune trace de ce qu'étaient devenus ces policiers. C'est un problème typique. L'Union finance des programmes dont les effets se dissolvent complètement. Propos recueillis par Sonia Rollet. La RDC, puisqu'on en parle, encore un mot pour dire que dans l'est du pays, dans le territoire de Béni, nous sommes là au Nord Kivu, le chef de la force écuménique pour la libération du Congo, Kava Wazeli, s'est rendu aux forces de l'armée régulière hier avec une 50aine de ses hommes. C'est ce qu'on a appris auprès de la société civile de Béni qui estime que c'est un pas important pour la paix. Kava Wazeli avait déjà annoncé son intention de déposer les armes en mars dernier avant de retourner en brousse et de mener plusieurs attaques contre la ville de Béni. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Cap sur Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, une 50aine de chefs rebelles Maï-Maï se sont rendus hier aux forces congolaises. Pour en savoir plus, Morgan Guiriec a joint Nikez Kibel-Beloka, notre correspondant à Béni. Il y a eu 50 chefs de groupes armés Maï-Maï, dont 3 femmes qui se sont rendues au FRDC. Ces Maï-Maï disent qu'il est temps pour eux de quitter la brousse parce qu'ils se sont rendus compte qu'en brousse, il est difficile de combattre l'ennemi des Congolais qui sont les forces négatives étrangères. Il faut se rendre au FRDC pour former un front et se battre. Alors les FRDC les ont pratiquement cantonnés dans ces camps militaires de transit. Et le plus grand d'eux, c'est pratiquement Selibana Tondwa, qui avait à l'époque attaqué le centre de brassage de Nialé qui est à 10 km de Béni. Il s'est rendu avec sa femme. Ces rebelles font-ils tous partie du même groupe ? Ils ne font pas partie du même groupe, mais au moins ils ont un coordonnateur. Le général autoproclamé Selibana, c'est lui qui coordonne, mais il a présenté chacun des chefs rebelles et ils devront retourner pour aller chercher les hommes de troupes qui seront pratiquement intégrés dans les FRDC. Ils souhaitent intégrer les FARDC. Est-ce que les forces congolaises sont d'accord ? Oui, ils ont été accueillis par le commandant secteur, avec les maires de la ville, et puis il y avait un grand monde de la société civile, ainsi de suite. Pour les FRDC, c'est une bonne idée parce que il y a quand même ce groupe qui se rend, c'est une bonne chose. Ils sont dans des camps de transit. Eux-mêmes demandent qu'ils soient pris en considération, qu'ils soient bien encadrés pour qu'ils ne retournent pas dans la brousse. Mais bon, la population reste sceptique parce que c'est pas la première fois que Céliban a fait. Il l'a fait il y a de cela 4 mois au dialogue social de Oicha. Il est retourné dans la brousse. On espère que cette fois-ci, ça sera la bonne. Pour le reste, ce sont les autorités militaires qui verront ce qu'ils doivent faire.
mais on leur a donné les kits, matelas, couvertures, ustensiles de cuisine pour qu'ils puissent essayer de vivre là en attendant qu'on puisse trier ceux qui doivent réintégrer l'armée ou bien ceux qui réintégreront la vie civile. Alors par ailleurs, Nicaise, il a été fait état d'une multiplication des enlèvements à Beni au cours des derniers jours. Que sait-on de ces incidents? Effectivement, c'est presque tous les 2-3 jours qu'il y a enlèvement des gens. C'est un phénomène qui n'est pas très bien compris parce que les ravisseurs ne demandent aucune rançon, ne font aucune déclaration, mais les enlèvements, on les compte chaque jour du bout des doigts de la main. Effectivement, en fin de la semaine passée, on a encore enlevé des gens dans Beni. Mais l'identité des kidnappeurs reste toujours inconnue. On parle de soit des Maïmaï, soit des ADF Nalo, mais jusque-là, il n'y a personne qui puisse donner une précision quant à la motivation des enlèvements. Nicaise Kibel Beloka, notre correspondant à Beni. Info zapping du jeudi. À la demande d'explications adressée par le gouvernement congolais au HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et au Rwanda sur l'arrivée récente dans le territoire de Rutshuru, c'est au Nord Kivu, de 200 familles rwandophones en provenance du Rwanda. Kinshasa n'a pas été informé de ce mouvement conformément à l'accord tripartite conclu en 2010 entre la RDC, le Rwanda et le HCR relatif au rapatriement des réfugiés. On écoute le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui a évoqué ce problème lors d'un point de presse. Nous demandons au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de nous éclairer sur cet événement parce que nous n'avons pas été informés. Il n'est pas concevable qu'un tel mouvement de retour s'opère sans que l'une quelconque des 4 parties que je viens de citer ne soit tenue au courant. Or, le gouvernement congolais n'a pas été tenu au courant et nous attendons dans les heures qui viennent que le HCR nous informe si lui a été tenu au courant, mais nous a tenus dans l'ignorance. Nous avons également demandé des explications à nos voisins rwandais de nous expliquer comment ils ont pu laisser partir, parce que ces gens sont sortis du Rwanda, comment le Rwanda a pu laisser partir des gens du Rwanda vers la RDC sans nous prévenir, et comment ils ont accepté qu'ils partent vers une zone que le gouvernement qui a signé l'accord tripartite avec eux ne contrôle pas. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La religieuse congolaise sœur Angélique Namaika a été reçue par le pape hier au Vatican après avoir reçu le prix Nansen du HCR pour les réfugiés à Genève lundi. Sœur Angélique est responsable du Centre pour la réintégration et le développement à Dungu en province orientale. Elle soutient des milliers de femmes et d'enfants déplacés et victimes des rebelles de la LRA. Elle part pour Paris ce matin même et continuera sa tournée mondiale en passant par Bruxelles. On l'écoute. Ce que j'ai reçu du pape, car je l'ai salué, il m'a imposé la main tout en me disant qu'il connaît déjà ma situation, il en a déjà, que je puisse continuer à aider les réfugiés, il avait dit ce terme, et les déplacer. C'est ce que j'ai reçu de lui comme message. Et vous, que lui avez-vous dit? Je lui avais dit que je viens de la RDC. Je porte dans mon cœur les femmes, les jeunes filles et les enfants déplacés pour qu'ils puissent les bénir, car c'était leur demande. Je suis venue aussi demander la bénédiction spéciale pour que je puisse toujours continuer à faire ce travail-là. Est-ce que cette rencontre vous a donné de la force? Oui, j'ai eu de la force. En voyant plus de 80 000 chrétiens qui étaient venus à pèlerinage, ça m'a réconforté encore, qui sont venus de très loin. On a dû passer des barrières, de justification, jusqu'à arriver à passer. J'ai dû remercier grandement les enfants victimes des atrocités, les femmes, parce que c'est grâce à eux. Je me suis dit moi-même, ce sont eux qui m'ont payé le transport pour pouvoir arriver jusqu'au Vatican, pour mettre ma main dans la main du pape. C'est grâce à eux, à travers la chair. Alors parlons du prix en lui-même que vous avez donc reçu à Genève. C'était beaucoup d'émotions en ce moment aussi, on imagine. Exactement, parce que ce que je faisais, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait arriver à ce niveau-là. Les gens étaient venus partout, presque dans le monde. On était plus de 800 personnes. J'étais très étonnée. Et même 2 personnes qui m'ont beaucoup touchée, des artistes, ils sont venus chanter pour moi des chansons qui m'ont beaucoup touchée. J'ai dit que toutes ces personnes-là sont rassemblées seulement pour moi, jusqu'à 1h du matin. J'étais très émue et je n'avais même pas l'appétit parce que j'étais remplie vraiment de cette joie-là.
Et ce n'est pas terminé, alors Sœur Angélique, vous continuez la tournée. Qui allez-vous rencontrer à Paris? Pour moi, on me donne le programme chaque jour parce que le travail est immense, il y a beaucoup de demandes, on ne veut pas vraiment me traumatiser avant d'arriver sur place. On va me donner le programme sur place. Alors quand vous allez retourner à Dungu, vous allez être beaucoup sollicité. Je vais faire une rencontre là-bas et montrer aussi ces médailles que j'avais reçues à leur honneur et comment de partout on parle d'eux, comment les autres personnes compatissent avec eux. Sœur Angélique Namaika, responsable du Centre pour la réintégration et le développement à Dungu, en province orientale, elle était interrogée par Nathalie Barge. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. République démocratique du Congo, où les spéculations vont bon train autour d'une centaine de familles d'expression Kinyarwanda retournées au Nord Kivu le week-end dernier. Ces personnes, des enfants, des femmes et des vieillards, en majorité Tutsi, proviendraient du Rwanda. Le M23 les présente comme étant des réfugiés congolais qui vivaient au Rwanda et qui auraient décidé de rentrer volontairement au pays. Le gouvernement, par contre, n'est pas d'accord et continue à douter de leur identité. Kinshasa pense plutôt qu'il s'agit de sujets rwandais transférés sournoisement vers Rutshuru par les rebelles du M23 avec la bénédiction de Kigali. Le point avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigwa. Je m'appelle Habimana Sanzumuhire. Je vivais dans les camps de Nyabiheke au Rwanda. Nous mangeons difficilement et nous avions trouvé que c'était pénible. Nous ne recevions même pas des habits pour se vêtir. Nous avons décidé de revenir. Chacun a forgé son passage pour arriver ici dans notre pays. Environ 100 familles identifiées comme des réfugiés congolais en provenance du Rwanda sont cantonnées à Tchengerero dans le groupement de Djomba. C'est dans le territoire de Rutshuru occupé par la rébellion du M23. Ils sont arrivés depuis samedi dernier. Ngarambe Daniel est originaire de Masisi. J'avais fui depuis la zone de Masisi. J'avais fui les FDLR, j'avais fui les Nyatura, j'avais fui également les Interhamwe et les FARDC. Je suis parti au Rwanda à Gikongoro. Je viens de décider d'entrer dans la zone sous contrôle du M23, car ici, il n'y a pas de tribalisme et la population vit paisiblement. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, doute de l'identité de ces retournés. Il s'est exprimé à ce sujet dans un point de presse qu'il a animé à Kinshasa, où il participe aux concertations nationales. Comme il y a des populations rwandaises qui ont été refoulées de la Tanzanie, il faut qu'on leur trouve un espace. Alors, on les a glissés légèrement dans la zone M23 parce que nos populations qui sont à Bunagana et à Tchengerero nous ont dit, parce que nous leur avons parlé, que ces populations parlent un Swahili très correct. Or, tout le monde sait que dans la région, il n'y a que deux pays qui parlent un Swahili très correct, c'est le Kenya et la Tanzanie. Donc c'est tout à fait clair que ces populations qui se retrouvent à Bunagana aujourd'hui ne viennent pas directement de Kigali. Pour Bertrand Bissimois, président du M23, que j'ai joint au téléphone, le retour de ces réfugiés est tout à fait normal. Il n'y a rien qui nous surprend, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous militons pour le droit, pour le respect des droits de ces réfugiés à rentrer dans leur pays. Aujourd'hui, ils sont dans notre espace parce qu'ils se sentent sécurisés dans notre espace. Il pense tout de même que l'attitude affichée par le gouvernement à propos de cette population n'est pas tout à fait responsable. Lorsqu'ils traversent la frontière de Goma, il n'y a pas de problème, c'est des citoyens congolais qui reviennent. Et quand ils passent par notre frontière, non, ils ne sont plus congolais, ils sont des Rwandais. Et dès lors qu'ils traversent la frontière et reviennent au pays, ils sont considérés comme des étrangers. C'est vraiment ridicule. Julien Paluku alerte plutôt la communauté tant nationale qu'internationale pour bloquer ce plan monté de toutes pièces par les ennemis du Congo et sollicite une enquête pour mettre les choses au clair. Djomba, Primo Pascal Rudahigwa, La Voix de l'Amérique. Merci Primo. Par ailleurs, le gouvernement américain a annoncé ce jeudi l'imposition de sanctions contre le Rwanda pour des cas de recrutement d'enfants soldats liés à la rébellion du M23 en République démocratique du Congo. Écoutez Linda Thomas Greenfield, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines au département d'État américain, et elle est traduite par Michel Joseph. Dans le cadre de la loi sur la protection des enfants soldats, nous venons d'annoncer la liste des pays sanctionnés en vertu de cette loi et le Rwanda en fait partie. Notre but, c'est de travailler avec les pays cités pour que cesse toute implication dans l'enrôlement d'enfants soldats.
Dans ce cas-ci, il s'agissait du M23 et nous allons continuer à examiner ce dossier avec le gouvernement rwandais. La secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield. Infozapping du vendredi. Depuis l'installation fin septembre d'environ 200 familles en zone sous contrôle des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, les questions fusent. Le gouvernement congolais a demandé au HCR, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, et au Rwanda des explications sur l'arrivée de ces familles rwandophones en provenance du Rwanda. Le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, affirme que Kinshasa n'a pas été informé de leur venue, contrairement à ce que prévoit l'accord tripartite conclu en 2010 entre la RDC, le Rwanda et le HCR, un accord relatif au rapatriement des réfugiés. Écoutez les explications de Simon Lubuku, porte-parole adjoint du HCR à Kinshasa. Il est au micro de Ramata Soré. Nous avons une équipe de l'un de nos partenaires IEDA qui est en mission pour vérifier l'identité de ces personnes arrivées dans cette partie de la RDC. Du côté du HCR, nous sommes en train de préparer aussi une mission pour aller effectivement vérifier l'identité de ces personnes que l'on présente comme des réfugiés. C'est seulement à la présentation des documents pouvant attester que ces personnes sont des réfugiés qu'on pourra les qualifier comme des anciens réfugiés congolais qui étaient au Rwanda. Les résultats du rapport, quand est-ce que vous l'aurez ? Les résultats viendront au fur et à mesure parce que pas seulement du côté de la RDC, on doit vérifier l'identité de ces personnes, il faudra encore confirmer avec nos collègues du côté du Rwanda qu'il y a eu effectivement le départ des réfugiés dans les camps. Si du côté du Rwanda, on constate qu'il y a eu effectivement des départs dans les camps, et les personnes détiendraient ou devraient détenir des cartes de ration par exemple, ou un document avec un numéro d'enregistrement dans l'un des camps des réfugiés de la RDC au Rwanda. Mais pourquoi ces personnes viendraient-elles s'installer dans cette zone alors qu'elles étaient plus ou moins à l'abri où elles résidaient auparavant? Bon, les causes de leur départ, d'où elles sont parties, nous ne le connaissons pas. Comme j'ai dit, nous pourrons savoir seulement quand nous aurons les résultats de la mission dépêchée sur place. Ok, mais en attendant, quel est l'avenir ou le présent de ces personnes-là? Du côté des humanitaires, nous verrons si ce sont des personnes qui relèvent de notre mandat. On verra ce qu'on pourra faire par rapport à cela. Sinon, c'est le gouvernement de la République qui gère les personnes et les biens sur le territoire national. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. L'association d'ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU est en route pour la région des Grands Lacs où elle doit discuter de l'application de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé en février dernier. Les précisions de Lionel Gaïma. La délégation se rendra en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda et en Éthiopie. Sa dernière étape où elle compte avoir à Addis Abeba des entretiens avec le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Lors de leur première escale, la RDC, les ambassadeurs rencontreront à Kinshasa le président Joseph Kabila avant de se rendre à Goma, capitale du Nord Kivu, où les FARDC ont eu plusieurs accrochages avec les rebelles du M23. Ils auront à cette occasion des discussions avec le gouverneur de la province et visiteront un camp de personnes déplacées. Quelques 20 000 casques bleus sont déployés en RDC, dont 2500 éléments de la nouvelle brigade d'intervention chargée de neutraliser les forces négatives qui menacent la population civile. Après le Nord Kivu, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU iront à Kigali pour y poursuivre leurs discussions avec le président rwandais Paul Kagame et visiter le mémorial de Gisozi dédié aux victimes du génocide de 1994 ainsi qu'un centre de démobilisation d'ex-combattants. Ensuite, la délégation ira à Entebbe pour y rencontrer le président ougandais Yoweri Museveni. L'ambassadeur britannique Mark Liol Grant, coprésident de cette délégation, estime que cette visite du Conseil de sécurité se produit à un moment important dans la région. C'est assurément un moment important à cause de beaucoup de nouveaux développements dans la région avec la MONUSCO, la brigade d'intervention
l'utilisation des drones, l'accord cadre de paix, les pourparlers de Kampala, etc. Il est important pour le Conseil de sécurité de pouvoir suivre l'évolution de ce processus, comment la MONUSCO répond à ce nouvel environnement et aussi de faire un peu de pression sur tous les gouvernements de la région pour qu'ils puissent résoudre ensemble certaines de ces questions, a déclaré Mark Leol Grant, le représentant permanent britannique à l'ONU. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les États-Unis et le Rwanda, et disons-le tout net, la pression est forte sur Kigali. Washington a annoncé avoir sanctionné le Rwanda en suspendant sa coopération militaire. Alors pourquoi une telle sanction, direz-vous? Eh bien en raison de l'enrôlement d'enfants soldats par la rébellion du M23 en République démocratique du Congo, un mouvement que Kigali est accusé de soutenir. Stéphanie Agliati, vous êtes au Rwanda pour RFI. Une annonce sérieuse, Stéphanie, de la part de Washington. Le message est fort. Le Rwanda fait désormais partie des pays qui ne recevront pas d'aide militaire américaine en vertu de la loi de 2008 sur la protection des enfants soldats. En cause, selon la secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, Linda Thomas-Greenfield, lors d'une vidéoconférence depuis Washington, son soutien au M23 accusé d'enrôlement d'enfants. Nous venons juste d'annoncer la liste des pays qui sont sanctionnés et le Rwanda fait partie de ces pays. Notre but est de travailler avec ces pays qui ont été listés afin de s'assurer que toute implication dans le recrutement d'enfants soldats s'arrête. Dans ce cas-là, c'était en relation avec le M23. Et Washington précise que des recrutements et kidnappings d'enfants ont même eu lieu sur le territoire rwandais. Kigali se voit ainsi privé d'assistance américaine en termes de formation et d'entraînement militaire pour l'année budgétaire 2014. Mais l'impact de cette décision est surtout diplomatique. Après avoir pendant longtemps été l'allié de Kigali, les États-Unis haussent le ton. Déjà en juillet 2012, une enveloppe de $200 000 de formation militaire avait été gelée et plus récemment, Washington avait exhorté Kigali à cesser de soutenir le M23. Le porte-parole de l'armée rwandaise a estimé surprenant que le Rwanda soit responsable de problèmes qui ne sont pas dans ses pratiques et que cette décision n'était basée sur aucune preuve ni fait. Malgré tout, il a estimé que la collaboration entre Kigali et Washington demeurait forte. Stéphanie Agliati, Kigali, RFI. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Le gouvernement américain a pris hier des sanctions contre le Rwanda et la République centrafricaine en rapport avec des cas de recrutement d'enfants soldats. La secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Linda Thomas-Greenfield, a annoncé la nouvelle au cours d'un forum en ligne avec des journalistes africains. Dans le cadre de la loi sur la protection des enfants soldats, nous venons d'annoncer la liste des pays sanctionnés en vertu de cette loi et le Rwanda en fait partie. Notre but, c'est de travailler avec les pays cités pour que cesse toute implication dans l'enrôlement d'enfants soldats. Dans ce cas-ci, il s'agissait du M23 et nous allons continuer à examiner ce dossier avec le gouvernement rwandais. Et le président rwandais Paul Kagame a réagi à la décision américaine en ces termes. Ils ne disent pas combien d'enfants vont à l'école, ils en parlent au passé et ne font que vous accuser de recruter des enfants soldats en RDC. Si c'était le cas, dit Paul Kagame, n'enrôlerions-nous pas nos propres enfants comme enfants soldats dans notre propre armée plutôt. Au lieu de cela, nous les envoyons à l'école pour qu'on nous juge ensuite, qu'on tienne des propos à notre endroit en rapport avec les enfants soldats en RDC et qu'on permette au gouvernement de la République démocratique du Congo de s'en tirer à bon compte, dit le président Paul Kagame. Selon la secrétaire d'État adjointe américaine aux affaires africaines, le M23 continue de recruter activement et d'enlever des enfants en territoire rwandais. Les États-Unis ont donc décidé de geler une aide à la formation des militaires rwandais. La Voix de l'Amérique à Kigali, au Rwanda, sur 104.3 FM. Dans l'est de la RDC, tout comme à Kinshasa, on attend la publication du communiqué final des pourparlers de Kampala entre le gouvernement du président Joseph Kabila et le M23. La CIRGL avait obtenu la reprise de ces négociations suite aux derniers affrontements dans le Nord Kivu et au retrait des troupes rebelles de leur base près de Goma. Aujourd'hui, le facilitateur ougandais poursuit ses consultations avec les deux parties. Nous avons joint le sénateur congolais Tekis Moulaïla qui a participé au dialogue. Depuis le début des négociations, il y a eu deux étapes. La première étape, c'était l'évaluation de l'accord du 23 mars 2009. L'évaluation de cet accord nous a amené à une conclusion très satisfaisante pour le gouvernement. Malheureusement, ça détruit tous les arguments du M23. Et la deuxième étape, où on devrait écouter les éléments du M23 en ce qui concerne leurs revendications dans le respect strict de la loi en tant que des Congolais
supposant que ce qu'ils étaient en train de présenter comme revendication pouvait aussi être les revendications des Congolais. Malheureusement, tous les éléments du M23 sont venus du CNDP, qui est un parti de la majorité présidentielle. Voilà comment ils sont allés vite dans le camp des forces négatives, des indisciplinés. Le facilitateur est en train maintenant de travailler avec les différents chefs de délégation. On en est à quel point maintenant? Maintenant, on est au niveau où le facilitateur est en train de passer en revue les derniers points de divergence afin que le consensus soit levé et qu'on en aboutisse avec la signature du communiqué final relatif aux négociations. On ne sait pas quand le facilitateur va se prononcer ou quand il y aura un communiqué final. Nous ne le savons pas pour le moment. Non, il y a déjà une planification qui est faite. Il ne me revient pas de vous communiquer cette planification. Le moment venu, vous serez informés. Tekis Moulaïla, sénateur du gouvernement congolais. Une délégation d'ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU est en route pour la région troublée des Grands Lacs, où elle doit discuter de l'application de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération signé en février dernier. Les précisions de Lionel Gaïma. La délégation se rendra en République démocratique du Congo, au Rwanda, en Ouganda et en Éthiopie. Sa dernière étape où elle compte avoir à Addis Abeba des entretiens avec le Premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et avec le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Lors de leur première escale, la RDC, les ambassadeurs rencontreront à Kinshasa le président Joseph Kabila avant de se rendre à Goma, capitale du Nord Kivu, où les FARDC ont eu plusieurs accrochages avec les rebelles du M23. Ils auront à cette occasion des discussions avec le gouverneur de la province et visiteront un camp de personnes déplacées. Quelques 20 000 casques bleus sont déployés en RDC, dont 2500 éléments de la nouvelle brigade d'intervention chargée de neutraliser les forces négatives qui menacent la population civile. Après le Nord Kivu, les ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU iront à Kigali pour y poursuivre leurs discussions avec le président rwandais Paul Kagame et visiter le mémorial de Gisozi dédié aux victimes du génocide de 1994 ainsi qu'un centre de démobilisation d'ex-combattants. Ensuite, la délégation ira à Entebbe pour y rencontrer le président ougandais Yoweri Museveni. L'ambassadeur britannique Mark Lyall Grant, coprésident de cette délégation, estime que cette visite du Conseil de sécurité se produit à un moment important dans la région. C'est assurément un moment important à cause de beaucoup de nouveaux développements dans la région avec la MONUSCO, la brigade d'intervention, l'utilisation des drones, l'accord cadre de paix, les pourparlers de Kampala, etc. Il est important pour le Conseil de sécurité de pouvoir suivre l'évolution de ce processus, comment la MONUSCO répond à ce nouvel environnement et aussi de faire un peu de pression sur tous les gouvernements de la région pour qu'ils puissent résoudre ensemble certaines de ces questions, a déclaré Mark Lyall Grant, le représentant permanent britannique à l'ONU.